c'est-à-dire que les premières musiques sur lesquelles j'ai vraiment accroché étaient des musiques de jeux vidéo qui venaient par la puce RP2A03, la Ricoh 2A03 qu'on trouve dans la Nintendo Entertainment System. C'est ce qui m'a vraiment donné le goût et qui a habité mon espace musical pendant ma jeunesse. Et donc, quand je suis devenu adolescent, je me suis intéressé à un autre genre de musique, la musique métal. Donc, j'ai fait partie d'un groupe, plusieurs groupes, mais le plus important étant Soul Cage. On a fait des spectacles avec un peu partout au Québec, dont première partie en ouverture de Sonata Arctica, qui est un groupe de Finlande que vous connaissez peut-être. Donc, j'étais ici, beaucoup plus jeune, beaucoup moins de cheveux. Donc, on est disponible, vous pouvez aller regarder ça. Et en dehors de la vie de groupe, c'était bien le fun, on faisait de la musique ensemble, mais il y avait aussi une dimension personnelle. Je créais ma musique, je composais ma musique et je cherchais un output pour livrer cette musique-là. Donc, j'avais créé un projet 8-bit metal. Donc, l'idée, c'était de mélanger musique originale, guitare électrique, son de NES et paroles qui parlent de jeux vidéo. Donc, c'est un peu, j'ai commencé à mettre mes chansons sur MySpace. On est encore dans le flashback. Et j'ai suivi les évolutions de MySpace. Ma musique a été partagée. Je me suis intéressé à toutes sortes de scène, la scène chiptune en particulier, qui prenait déjà une place importante à cette époque-là. Et les gens me faisaient des commentaires et me disaient « Wow, du métal en 8 bits, c'est original. Iron Maiden meets NES. » Un gars en question qui me faisait un commentaire en me disant « J'ai même pas pensé aux sons chips parce qu'ils étaient so seamlessly implemented with the guitar and the metal. » J'ai travaillé la question des liens esthétiques, historiques et culturels entre la musique métal et le jeu vidéo. Donc, entre le heavy metal et le jeu vidéo, il y a tout un historique. Évidemment, on pense à des jeux comme Doom, qui reprenaient évidemment de la trame sonore de groupes métal de l'heure au début des années 90. Mais il y a une filiation de très longue date dès les pinballs et machines à sous. Vous pouvez lire cet article-là si ça vous intéresse. Vous pouvez m'écrire, je vais vous l'envoyer gratuitement, il n'y a pas de problème. Et j'ai fait une rock conférence qui a été archivée sur YouTube pendant un bout de temps, avant que les copyright takedown notices ont frappé le canal et ont forcé le retrait. Donc, on a vraiment exploré l'hybridation entre le heavy metal et le jeu vidéo. Aujourd'hui, donc, je m'apprête à sortir mon album avec mon projet Multi-Memory Controller. Je vous fais écouter un extrait maintenant. Ajustez le volume dans vos écouteurs. Spectacle. Oh, pardon. Il marchait? Pas? Pardon. On va recommencer. Je suis sur le 6. Ouais, nous autres, ils marchaient. On va essayer de redémarrer ça. On va essayer de redémarrer, pardon. Hop. OK.
Voilà, donc c'est une des chansons. Merci. Merci. Rock on. Je n'étais pas prêt pour ça. Donc, spoiler, brisé, effet de surprise brisé, mais non, tout ça n'est qu'un mensonge. Je suis frauduleux. Je ne suis pas un musicien. Je ne suis pas un musicien. Je ne connais pas ces machins de mode mixolydien, de tierces, de gamme, d'accords C, add 9, de contrepoint. Je lis là-dessus pour me documenter parce que c'est important, mais j'ai arrêté mon éducation musicale à 13 ans, en secondaire 1, avec le xylophone. Et je suis arrivé par hasard ensuite à la musique métal. J'ai attrapé une basse, j'ai commencé à jouer de la basse. J'ai attrapé une guitare, j'ai commencé à jouer de la guitare. J'ai commencé à chanter, c'était pas bon. J'ai retravaillé, je suis retourné à la table, j'ai essayé toutes sortes d'affaires. C'était encore correct, sans plus, je suis pas un chanteur. Mais je me suis rendu compte que j'avais un rapport vraiment particulier avec la musique, puis je trouvais ça bizarre. Tu sais, je suis un professeur d'université, alors à l'université, c'est pas compliqué. On se documente sur un sujet, on fouille toute la documentation, on devient un expert parce qu'on a tout le savoir, puis ensuite, on applique. J'ai jamais voulu faire ça pour la musique. Vous allez me dire, il y a plein de manuels, c'est facile, la théorie musicale, c'est simple, on peut avoir tout ça. J'ai toujours eu une attitude, no thank you, j'en veux pas. Puis, ça me bug. Puis je ne sais pas pourquoi ça m'arrive. Parce qu'il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison que je devrais être fermé par rapport à une connaissance de la musique. Je ne suis pas niaiseux. Je sais bien que ça va bien mieux quand on a la théorie musicale. Ça accélère le travail. On a les bases du langage pour travailler avec ça. Mais il y a quelque chose dans moi qui refuse. Puis je ne me suis jamais expliqué pourquoi c'était ça. Puis là, à un moment donné, j'ai continué à penser à ça. Puis je me suis dit, à un moment donné, dans le fond, ma connaissance de la musique, mon intérêt pour la musique, mon amour de la musique me vient du jeu vidéo. Et donc, everything I learned from video games, including music. C'est un peu ça l'état d'esprit. Et j'ai fini par trouver le flash, la révélation, la conclusion. La musique, c'est comme le jeu solo d'exploration open world de ma vie. Toute ma vie, je vais jouer à ce jeu solo d'exploration. Et si je conçois ma relation avec la musique comme ma relation avec un jeu open world, là, les choses marchent. Quand je joue à un jeu open world, mettons No Man's Sky, mettons Assassin's Creed, peu importe, quand je joue à un jeu comme ça, je ne m'en vais pas lire le walkthrough pour avoir toute l'information, pour tout savoir comment le système fonctionne. Je ne vais pas regarder les charts combinatoriels pour avoir les 4 quintillions de planètes qu'on a dans No Man's Sky. Je veux le vivre. Je veux tâtonner, je veux expérimenter, je veux bricoler moi-même. Claude Lévi-Strauss nous avait parlé du bricolage. Ben, c'est un peu cette démarche-là qui m'a inspiré. Et je me suis dit, prenons le temps d'y penser. Est-ce que le jeu vidéo n'est pas en train d'instaurer un nouveau type de créativité? Est-ce qu'il n'y a pas une créativité spécifique mise en place par le jeu vidéo qui serait différente d'un type de créativité qu'on pourrait trouver ailleurs? C'est une idée qui a tout un historique. Là, c'est le travail de recherche qui vient là. C'est un historique, évidemment, qui est riche. Sigmund Freud disait en 1908, le poète fait comme l'enfant qui joue. Il se crée un monde imaginaire qu'il prend très au sérieux, tout en le distinguant nettement de la réalité. Donc, entre la fiction, les mondes imaginaires et le jeu, il y a une parenté profonde. Johann Huizinga, l'anthropologue qui parlait du jeu en 1938, nous disait que les terrains de jeu sont des espaces séparés, régis par des règles particulières. Ce sont des mondes temporaires, au cœur du monde habituel, qui sont conçus en vue de l'accomplissement d'une action déterminée. Quand on rentre dans le jeu, quand on rentre dans la fiction, on rentre dans un monde temporaire qui suit ses propres règles et on fait quelque chose avec ça. Alors, j'ai commencé à regarder cette notion-là et je me suis dit, bah oui, au fond, la musique n'est pas particulière. Hein, tu sais, je peux conduire une voiture, je peux jouer avec des micro-machines quand je suis enfant, je peux conduire des voitures dans Gran Turismo, j'ai des connaissances procédurales, je sais comment ça fonctionne, je sais comment conduire une voiture, même si je n'ai pas les connaissances déclaratives pour dire, ben voici comment la physique fonctionne et la résistance de l'air sur le nez de la voiture et l'adhérence des pneus par température. Bon, j'ai pas besoin de ça. Donc, on n'a pas de problème avec ça. Et c'est une piste pour comprendre qu'est-ce que le jeu vidéo nous fait en termes de créativité. Le jeu vidéo stimule un certain type de créativité. Quand on regarde le processus créatif, il y a plusieurs façons de regarder la question. Je ne prétends pas être un expert sur la psychologie de la créativité, mais il y a quelque chose que j'aime bien, qui est une approche développée par Edmond Couchot qui s'intéresse à la technologie dans l'art à travers l'histoire. Et il nous dit, dans le fond, il y a toujours une tension entre un sujet « je » et un sujet « on ». « Je », c'est moi. Qu'est-ce que moi, j'ai envie de faire comme artiste qui fait de la photo, qui fait du numérique, qui fait du dessin, peu importe. J'ai envie de m'exprimer, j'ai ma propre force de travail, j'ai ma propre approche personnelle. Mais en même temps, il y a la société. Comment est-ce qu'on fait de la peinture? Comment est-ce qu'on fait de la photographie? Comment est-ce qu'on fait de la musique? Ça, c'est tout le poids des déterminants socio-culturels. Il y a une bonne façon de faire les choses. Et pour articuler mon rapport à moi, qui est subjectif, qui veut faire de la musique, à tous les déterminants socio-culturels, on a traditionnellement un engrenage qui est la sérendipité, c'est-à-dire le hasard, les rencontres improbables mais fructueuses. Et c'est ce qu'on va chercher à cultiver pour s'approprier cet espace-là. Il y a tout un historique de chercheurs, surtout chez les philosophes, qui sont intéressés au rôle de l'imagination. Un de ceux-là, c'est Gaston Bachelard. Gaston Bachelard nous disait,
En fait, bon, globalement, depuis Emmanuel Kant, on pense que la perception va déterminer l'imagination. Il faut d'abord percevoir des choses pour ensuite nourrir notre activité imaginaire. Et ça donne lieu à un premier type d'imaginaire, de premier type d'imagination, qui est l'imagination reproductrice. On peut reproduire des formes qui existent déjà. Mais une fois qu'on a beaucoup vu et qu'on a une large culture générale, on peut arriver à une imagination créatrice, donc qui produit de la nouveauté dans le monde au lieu de reproduire des structures déjà existantes. Ce que Bachelard apporte, qui est assez particulier, il va dire, en fait, l'imagination, c'est pas la faculté de former des images, c'est la faculté de déformer des images qui nous sont fournies par la perception pour s'en libérer et créer des nouvelles images. Autrement dit, quand on crée, on a un travail, il faut arriver à conquérir la montagne, il faut arriver à maîtriser quelque chose, un processus créatif, des outils, des matières d'expression. Mais le danger, c'est qu'une fois arrivé au sommet de la montagne et qu'on a la vue d'ensemble, là, on a la connaissance de tout ce qui se fait et on peut rentrer dans le problème de l'analyse qui paralyse, des analysis paralysis. Maintenant qu'on connaît tout, est-ce que ça ne vient pas nous freiner? Il y a des exemples de déterminants socioculturels. Il y en a dans la musique métal. Si vous voulez faire de la musique métal, voici comment on fait de la musique métal. Il faut que vous soyez un virtuose technique. Il faut que vous soyez compétent. C'est pas du punk, là. Vous ne pouvez pas juste gratter des accords. Il faut être un musicien super expérimenté. Il faut avoir des structures musicales complexes. Ça vous prend un solo là-dedans. Il faut que vous soyez auteur, compositeur, interprète. Il n'y a personne qui est un musicien métal qui joue les chansons de quelqu'un d'autre, à moins qu'on fasse un cover qui est un hommage. Là. Mais c'est pas valorisé d'avoir un compositeur ou un auteur de paroles qui viennent faire le travail à notre place. T'sais. Donc, tout ça, c'est l'ensemble des déterminants socioculturels de la musique métal qui mettent des barrières à l'entrée extrêmement élevées. T'sais, pour faire du métal, ça prend de la compétence, ça prend de la production, ça prend de l'équipement. J'ai connu des bandes qui avaient investi 15 000 $ pour avoir les amplis, puis les guitares, les multi-effects, puis tout ce qui y allait avec pour être vraiment professionnel. Il y a une survalorisation du professionnalisme. Une autre scène musicale fort différente, les chiptunes. Les chiptunes sont basés sur la compétence et le savoir technologique qui est extrêmement valorisé. T'sais, si vous êtes un musicien chiptune, il faut que vous sachiez quels sont les détails techniques de la puce, puis quelles sont les contraintes qui limitaient l'expressivité des musiciens qui faisaient de la musique de NES. Puis ça, c'est très valorisé, ce genre de discours-là. Et il peut y avoir autour de ça des dynamiques exclusionnaires qui vont dire, ben, il faut que tu sois compétent, montre-moi tes preuves. T'étais-tu un gamer des années 80? Est-ce que tu sais vraiment qu'est-ce que la NES peut faire? Est-ce que tu connais le Sunsoft Bass Drop? Est-ce que tu peux avoir ça? Mais ce n'est pas nécessairement la majorité. L'exemple ici de Chiptunes for Autism, c'est exactement un exemple inverse. Là, on va peut-être avoir avec Dominique tantôt une conversation sur l'inclusivité dans les chiptunes, donc j'ai hâte de voir. Là. Je ne la connais pas. Mystère. Suspense. Restez pour la suite. Donc, ce n'est pas nécessairement des dynamiques exclusionnaires non plus. Donc, il peut y avoir tout ça pour dire qu'il y a des sources différentes de négociation de qu'est-ce que l'authenticité, qu'est-ce que ce genre musical-là, comment est-ce qu'on doit faire de la musique. Je vous donne des exemples. Là. Un gars qui fait un émulateur de sound chip, là, il va poster son frequency response pour vraiment montrer que sa chip est parfaite, puis les gens vont rentrer dans les détails techniques là, en commentaire pour dire enfin, on peut avoir du non-aliasing, c'est parfait. C'est vraiment valorisé. Ou Rainbow Dragon Ice, qui est un artiste chiptune, qui va dire I don't mess around when it comes to authentic chiptune. I can spot a fake from a mile away, but I'm not here to discuss the morality of fake chiptunes. Oui, du fake bit, ça existe. Bon, il y a beaucoup de cercles de chiptunes qui vont dire non, fake ou pas, là, c'est correct, chacun fait son truc. Fait que bon. Je reviens à mon processus créatif. Donc, la sérendipité, c'est le morceau qui nous manque si on veut articuler les ambitions du sujet jeu avec le contexte socioculturel qui va déterminer cette créativité-là. Comment est-ce qu'on cultive la sérendipité? Bien, il faut cultiver ce qu'on appelle l'ouverture attentionnelle curieuse. Pour citer Esteban Giner, un chercheur français, l'ouverture attentionnelle curieuse, c'est comme un agir exploratoire. Ça consiste à se rendre disponible à des perturbations. Ne pas les traiter comme des interruptions qui créeraient une discontinuité dans l'action, mais en même temps, ne pas non plus les envisager comme des dispersions qui créeraient une simple versatilité de la personne. Il faut avoir un but, un objectif. Il faut cheminer vers cet objectif-là, tout en restant ouvert. Alors, comment est-ce qu'on fait pour rester focalisé sur un objectif puis être one-track mind, mais en même temps être ouvert à des possibilités différentes et aller les explorer? Bien, peut-être que ça participe de deux phénomènes, l'attention et la concentration. Est-ce que ce sont des muscles qui se travaillent? Moi, je pense que oui. Et la recherche sur le sujet pense que oui aussi. En tout cas, c'est difficile de vraiment statuer clairement, mais Rosas et compagnie nous disaient que l'effet d'immersion produit quand on joue des jeux vidéo fait la promotion à la fois de l'attention et de la concentration, qui sont deux processus qui sont utiles pour l'apprentissage.
Et évidemment, si vous voulez conceptualiser des tutoriels, il y a quelqu'un dans la salle de Téléfilm Canada que j'ai vu hier. Oui! Donc, on parlait justement, les jeux vidéo sont des machines parfaites pour apprendre. Parce qu'évidemment, quand vous rentrez dans un jeu vidéo, vous apprenez au fur et à mesure quelles vont être les règles, comment ça va marcher, les mécaniques et tout ça. Et j'ai eu un flash. Dans le fond, c'est la même chose quand on veut apprendre à chanter. Quand on est un profane comme moi, on se documente un peu sur le sujet et on apprend que, tu sais, pour pousser des notes difficiles et pour chanter intensément, en même temps, il faut être relaxé. Fait qu'il faut avoir cette espèce de contrôle très ferme, mais dans une posture ouverte. Et ça s'entraîne, ça se travaille. Est-ce que les jeux vidéo ne sont pas en train de nous donner le tremplin idéal pour travailler ce doux équilibre entre la concentration sur un objectif tout en maintenant l'attention ouverte? Je pense que c'est la forme parfaite pour faire ça. Donc, quel est le lien entre le jeu et la créativité? Quand on joue à un jeu, on est face à l'illusion de la liberté. Puis on va souvent entendre les concepteurs de jeux qui vont dire le but d'un concepteur de jeu, c'est de fournir l'illusion du choix, mais ce n'est pas réellement des choix, c'est de fournir l'illusion de la liberté, même si en réalité, vous êtes déterminé. Vous connaissez probablement le chart qu'on appelle la Uncanny Valley, qui est la réponse affective des sujets humains à des robots. Plus les robots deviennent perfectionnés, plus la réponse émotionnelle est élevée parce qu'il y a du détail, il y a une connexion qui s'établit. Et quand on arrive trop proche du robot réaliste, ben là, il y a un effet de bizarrerie parce qu'on est face à un zombie, un automate, un presque humain. Puis là, wow, notre émotion elle vire au négatif. Et une fois qu'on passe par-dessus puis qu'on a vraiment un humain parfaitement simulé, ben là, on se retrouve avec une réponse émotionnelle encore plus grande. Donc, c'est ce qu'on appelle la Uncanny Valley. J'ai proposé avec Maude Bonenfant, une collègue et amie avec qui je fais de la recherche souvent, on a proposé, dans le fond, que la courbe d'apprentissage dans un jeu vidéo suit le même genre de réponse aussi. C'est-à-dire que quand je rentre dans un jeu, je connais rien du jeu. Et plus j'apprends en progressant dans le jeu comment le jeu fonctionne, plus je fais l'expérience de la liberté. J'ai des nouveaux pouvoirs, j'ai de nouvelles actions, c'est super. Mais il arrive un moment où je maîtrise le jeu, je tombe dans la vallée de l'esclavage. Là, je suis plus libre de faire ce que je veux, je suis l'esclave du jeu qui me dit il y a une bonne façon de faire, il y a un bon agencement des powers, il y a une bonne distribution de ton skill tree, voici ton build qu'il faut que tu suives si tu vas être un sharpshooter, si tu vas être un sniper. Puis là, tu prends tous les choix optimaux, puis là, tu es un joueur parfait. Tu es parfaitement scripté comme une machine. Tu n'es plus libre. Il faut que tu te conformes. On le voit dans les MMO. Vous faites du raiding en MMO, on va checker votre équipement, votre gear, votre skill tree pour déterminer si vous êtes un bon tank ou pas. Donc, on rentre dans cette vallée-là. Puis ça, c'est un défi. Puis les jeux ne sont pas toujours en train de nous donner de la liberté. Le but, c'est de passer par-dessus ce dip-là, cette baisse-là, pour donner des possibilités expressives uniques que le joueur va pouvoir appliquer dans son expérience de jeu. Donc, on a une responsabilité quand on fait un jeu de fournir cet espace-là de liberté pour un joueur qui maîtrise totalement le système, qui va pouvoir en profiter. Le jeu vidéo nous amène donc à la créativité par différents moyens. Premièrement, il faut qu'on fasse l'appréhension d'un système unique. Chaque jeu est son propre système de réalité, son propre monde séparé à part, gouverné par des règles particulières. Donc, quand je rentre dans un jeu, il faut que j'apprenne comment le monde fonctionne. Il faut que je fasse des inférences. J'applique la méthode scientifique. Je pose des hypothèses, je regarde, j'ai une démarche inductive, je déduis des choses à partir de là. Donc, j'arrive à faire un travail intellectuel pour comprendre l'organisation du système. Je développe donc la pensée procédurale. Voici comment le jeu fonctionne, il y a des règles, il faut identifier les règles. En même temps, on est dans la résolution d'un problème spécifique. Chaque fois que j'arrive dans un jeu, oui, je peux apprendre comment ça marche, mais je fais face à une succession de problèmes. Il faut que j'applique mes connaissances, donc on développe aussi la pensée pratique. Et en même temps, dans un jeu vidéo, contrairement à un board game, vous n'avez pas besoin de connaître les règles d'avance, vous n'avez pas besoin de vous faire expliquer les règles en long et en large, vous les apprenez en cours de route. Donc, on fait la découverte de ça. Et donc, ça vient stimuler l'ouverture attentionnelle curieuse. On fait attention d'un coup qu'il n'y aurait pas des signes qui nous indiquent qu'il y a peut-être un nouveau sous-système qui m'attend, il y a peut-être une nouvelle branche, une nouvelle trajectoire. Donc, le jeu vidéo cultive tous ces éléments-là, ce qui est parfait pour stimuler la créativité. Linda Jackson, une chercheure en psychologie, a fait une recherche sur 500 enfants de 12 ans pour mesurer est-ce que les enfants qui jouent à des jeux vidéo sont plus créatifs. La conclusion est simple. Ils ont regardé comment les enfants utilisent l'ordinateur, le téléphone cellulaire, l'Internet pour faire des recherches et tout ça, et comment ils utilisent les jeux vidéo. Et la seule corrélation qu'ils trouvent, c'est que les enfants qui jouent à des jeux vidéo sont plus créatifs sur chaque mesure, indépendamment du genre, indépendamment de la race, et les effets ne se répercutent pas sur l'usage de l'ordinateur, du téléphone cellulaire ou de l'Internet. C'est seulement pour les jeux vidéo. Donc, il semble y avoir une corrélation là. La corrélation n'est pas causale, évidemment. Donc, il y a une relation entre le fait de jouer à des jeux vidéo et un niveau de créativité, mais ce n'est pas clair dans quelle direction. Est-ce que les enfants créatifs aiment les jeux vidéo? Est-ce que les enfants qui jouent à des jeux vidéo deviennent créatifs? On ne l'explique pas encore. Ceci dit, la recherche a mesuré ça, mais une autre chercheure a trouvé autre chose. Carla Hamlen a dit, en fait, les enfants les plus créatifs, donc
savoir qu'il y a une corrélation globale entre les enfants qui jouent et les enfants créatifs, c'est bon. Mais maintenant, quand on mesure le temps qu'ils passent à jouer, on se rend compte que les enfants les plus créatifs ne jouent pas à des jeux vidéo autant que les enfants que les autres. Donc, le jeu vidéo, c'est bien. Il y a une corrélation avec la créativité, mais ça explique pas tout. On ne peut pas juste asseoir l'enfant 16 heures devant Fortnite puis s'attendre à ce qu'il devienne créatif. Il faut qu'il y ait quelque chose là qui fonctionne, qui soit particulier. Et on remarque qu'il y a plus de stratégies pratiques, mais moins de stratégies créatives qui peuvent être mises en place par ces enfants-là. Donc, est-ce que c'est de la créativité? Est-ce que c'est de la pensée pratique? C'est quelque chose quelque part entre les deux. Je vais avancer à la fin parce que malheureusement, je regarde le temps qui file et je me rends compte qu'on n'aura plus vraiment de temps. Juste vous dire, il y a 5 grands morceaux de la créativité dans l'approche de Sternberg. Vous pouvez mesurer ça, vous pouvez prendre une photo si vous voulez. Essentiellement, quand on met en place un jeu, il faudrait se demander, est-ce qu'on est en train de permettre à un joueur de construire et d'agir sur une base de connaissances large? T'sais, évidemment, le Discovery Tour d'Assassin's Creed, c'est parfait. Hein? Ça nous donne accès à une base de connaissances déclaratives en plus, mais on n'est pas obligé de passer par là. On n'est pas dans un Where in the World is Carmen Sandiego. On peut avoir un jeu le fun puis pas trop prêter attention à ces savoirs-là, mais au moins on a la possibilité qui est offerte. Est-ce qu'on permet évidemment de reconnaître des patterns, d'établir des connexions entre différents morceaux? Hein? Est-ce que la pensée imaginative est stimulée par le jeu? Est-ce qu'on supporte un environnement créatif? Je vais vous donner un exemple. Vous jouez à Shovel Knight. La flèche en bas vous permet de baisser votre bonhomme comme ça. C'est tout. C'est une mécanique super simple, mais on peut le faire quand on veut, dans les dialogues, dans les cinématiques, etc. Moi puis mon fils, quand on joue à Shovel Knight, on s'amuse, on danse. Pendant que le méchant parle, on prend des pauses pour imiter le dialogue, pour avoir l'air fâché. Juste avec la flèche en bas puis le bonhomme qui se baisse. Ça, on a notre espace ici, puis on peut profiter de ça comme environnement créatif. Évidemment, plus on donne des possibilités comme ça, plus c'est intéressant. Est-ce qu'on récompense l'ouverture et l'aventure, le venturesome personality? Donc, la créativité vidéoludique serait cet ensemble-là qui serait stimulé par la rencontre entre la pensée pratique, la pensée créative et la pensée computationnelle. C'est ça que le jeu vidéo apporte. Et ce que je trouve beaucoup plus intéressant que juste établir ça, c'est de voir que cette approche-là de la créativité peut être réappliquée dans d'autres domaines que le jeu vidéo. Autrement dit, faire l'expérience du jeu vidéo stimule ce type de créativité-là et cette créativité-là peut aller rejaillir ou peut être investie sur d'autres domaines, comme la musique, par exemple. Moi, c'est mon cas. J'ai construit au fil du temps, dans le fond, dans mon approche pour faire ma musique. Je veux faire une hybridation entre la musique métal et la musique chiptunes. Il y a 1000 façons de faire ça. Comment je vais faire ça? Et tranquillement, j'ai construit des règles de procédure autour de ça que j'ai indiquées ici. Donc, j'aime vraiment le low-end, les basses fréquences de la guitare, la viande qu'on va avoir dans le son métal. Donc, j'ai retravaillé mes sons de NES. Je ne fais pas de solo de guitare par-dessus, même si le métal veut de la virtuosité technique, parce que, ultimement, je ne fais pas du métal, je fais du chip métal. C'est différent. Pour représenter visuellement avec un sympathique personnage que vous reconnaîtrez peut-être, l'espace audio que je construis, dans le fond, c'est à la fois un espace chip, donc une basse NES, des instruments lead NES qui sont plus hautes dans les fréquences et des guitares NES panées sur le côté, donc localisées spatialement sur les extrémités. Par-dessus ça, il y a une deuxième strate qui est la production métal typique, donc la batterie, présente un peu partout dans le spectre puis dans le panning, les grosses guitares sur le côté pour faire le mur de son, le wall of sound, et la voix qui est au centre, quand il y en a. Et donc, voici ce que ça donne. Ça, c'est l'introduction de l'album que je vous présente, qui sort très bientôt. Donc, c'est l'introduction de l'album et ça fait un peu le tour, s'il y en a qui sont fans de Dream Theater, Scenes from a Memory. Donc, tous les thèmes de toutes les chansons passent dedans. Ça dure 2 minutes. Je vais conclure avec ça. First came the word, a prime voice in the dark of the void. The one became many, a legion of waves sharpened like blades. The 6th day of the 6th month, in the 6th hour, the beats that come to power up the chips in the flames of metal.
Merci. Merci. Pour votre information, les écouteurs sont en mono plutôt qu'en stéréo. C'est pour ça qu'il y a des morceaux où on perd le son. Je vais retravailler mon mix. Hop. Voilà. Donc, la créativité vidéoludique, dans le fond, ça nous permet de comprendre comment le jeu vidéo change notre façon de créer, mais en même temps, ça ne répond pas à une question toute simple. Pourquoi est-ce qu'on crée? On n'aura jamais de réponse autour de la recherche là-dessus. J'ai vu passer ça hier par un étudiant de l'UQAM, Jean-Nicolas Bédard. Il a posté ça sur son Facebook. J'ai trouvé ça parfait. Il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer par la recherche. Il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer par la science. Moi, je n'arrive pas à expliquer, par exemple, pourquoi j'ai passé 315 heures à travailler sur mon album. Puis c'est bien plus que 315 heures parce que ça, c'est juste la dernière étape depuis que j'ai réinstallé Reaper sur mon ordinateur. Donc, en réalité, c'est quelque chose comme 600, 700, 800 heures, tu sais. Rationnellement, il n'y a rien qui explique ça, là. Je veux dire, j'ai écrit un livre, ça va dans mon CV, c'est ma carrière universitaire, c'est mon travail, machin, ça me passionne et tout ça. Donc, l'explication, je ne peux pas la trouver à l'extérieur, outre que j'ai un réel plaisir à progresser là-dedans puis à découvrir tranquillement comment ça marche. Ce jeu-là, Open World, qu'est la musique. Un jeu très open world et en même temps très fermé dans mon petit atelier, mon petit studio chez nous. Je fais mes petites affaires. Et je pense que l'industrie du jeu vidéo s'en va vers là. L'industrie du jeu vidéo perd son monopole de création vidéoludique et de plus en plus, les amateurs peuvent commencer à créer des jeux. On le voit, notamment Extra Credits a fait un épisode là-dessus. Rise of the Video Game Scientisters par Anna Entropy aussi est un peu un argument pour ça. La création vidéoludique, c'est beaucoup plus vaste que l'industrie du jeu vidéo, c'est beaucoup plus vaste que le jeu vidéo commercial. On peut avoir de la création amateur ou professionnelle pour la peinture, pour la musique, pourquoi pas pour le jeu vidéo. Ça existe, c'est une tendance forte, mais au-delà d'être une tendance, puis que peut-être l'industrie est inquiète de ça, peut-être pas, tu sais, je sais pas, au lieu de trouver ça le fun et tout ça, on peut aussi reconnaître que cette manière-là d'arriver au processus créatif par le jeu vidéo va transformer notre approche de la créativité. En somme, créer, c'est un désir. La création vidéoludique, elle n'est pas réservée aux professionnels. La créativité vidéoludique irradie d'autres sphères qui sont encore à définir, et les bons jeux vidéo peuvent faire de nous des poètes. Et les mauvais jeux vidéo peuvent faire de nous des consommateurs un peu abrutis. Donc, la responsabilité éthique de faire des jeux qui vont stimuler et qui vont être un tremplin pour les poètes de demain, elle nous appartient. Merci. Je ne sais pas s'il y a des questions. Est-ce qu'il y avait une question? Oui, non. Oui, OK, pardon. Merci beaucoup pour ça. Je vais essayer de parler en français. Est-ce que tu peux parler un peu de le processus de composer ou créer la musique avec les deux, comme les instruments de heavy metal, puis les instruments ou les chips de chiptune? Merci, c'est une excellente question. C'est source de débat aussi dans certains cercles chiptune, pas tous, là, mais il y en a qui vont dire que ça te prend LSDJ sur ton Game Boy ou FamiTracker si tu utilises du software. Sinon, c'est pas authentique, ça respecte pas les limitations techniques. Moi, j'utilise Plug Art et Technologie, qui est une entreprise montréalaise qui ont fait un plugin, en fait, un VST qui s'appelle Chip Sounds, qui est un émulateur qui permet la reproduction authentique avec toutes les limitations ou qui nous permet d'aller au-delà. Puis moi, je me suis posé la question pendant un bout de temps. Je me disais, bon, ben, est-ce qu'on est authentique, on est vrai, on est etc. Puis j'ai essayé, j'ai retravaillé, j'ai pensé à autre chose. Ultimement, j'ai dit non, moi, je vais dans l'expressivité vraiment des qualités sonores de ce son-là, plus que dans les techniques compositionnelles qui ont été imposées par les limitations techniques de l'époque. Puis juste clarifier ça, c'est du détail, là, puis c'est du micro-détail peut-être, là, puis, mais pour moi, ça a fait une différence parce que ça m'a vraiment libéré de la pression des déterminants socioculturels de la chiptune. Tu sais. Ah, toi, tu fais du fake beat. Mettons, personne ne m'a dit ça, pour vrai, là, tu sais. Mais moi, je vis quand même avec ça, là. Fait que bon, il y a ça. J'avais déjà fait un projet de techno-métal en mettant de la guitare électrique sur des tracks techno avant, puis c'est le fun, mais tu sais, c'était vraiment de la juxtaposition. Donc, j'ai passé énormément de temps à développer, dans le fond, la compréhension de comment on travaille pour faire de la production audio, puis la production métal, puis comment est-ce qu'on mélange les fréquences, comment est-ce qu'on fait le partage. C'est quand même assez difficile, je pense, mixer ce genre de musique-là, parce qu'il y a beaucoup d'affaires en même temps, puis on veut entendre tous les morceaux. Pour la prestation instrumentée, c'est la même chose. J'ai pas prévu de faire des spectacles live. Je sais pas trop comment je vais faire, là, parce que je compose pas pour ça nécessairement. Puis, je vais arrêter là, parce que... Merci.
Merci beaucoup, Dominique. C'était vraiment, vraiment intéressant, super instructif. La question que je te lancerais, ça serait de me dire ou de réfléchir ou de me partager ton point de vue sur comment ta pratique créative, après ça, se feedback dans tes activités vidéoludiques subséquentes. Là, ici, on parle du jeu, on parle du chiptune, puis là, on s'en va vers la musique. Puis là, ça t'a amené sur un terrain créatif éclaté, puis ça te fait réfléchir de plein de façons. Comment après ça revient dans ta pratique vidéoludique, puis peut-être après ça, comment ça revient, puis là, ça fait un dialogue entre les deux. Puis peut-être ça serait l'occasion de nous parler des trucs live que tu as fait avec un genre de jeu de simulation où tu as créé une ville métal et tout ça en streaming. Je trouve que c'est une belle occasion peut-être de nous parler un peu plus de cette pratique-là. Ben, dans un premier temps, je pense que l'expérience de la musique m'amène à avoir une pratique décomplexée, tu sais, de dire, ben, moi, je fais de la musique comme je le pense, puis c'est correct, puis de refiler ça dans le jeu vidéo, tu sais. Longtemps, j'ai été le joueur, comment je dirais ça, le joueur qui veut progresser, bien faire les choses, puis vivre l'expérience que les créateurs veulent faire. Pour bien vivre l'expérience que les créateurs... J'ai écrit ça dans ma thèse de doctorat, j'ai tout un truc là-dessus, mais bon, pour faire l'expérience que les créateurs veulent faire, il faut que tu suives leur trajectoire de pensée, il faut que tu suives leur offre, puis il faut que tu rentres dans leur système, puis que tu te moules à l'intérieur de ça. Je continue à penser que c'est important, parce que sinon, on va dire que le jeu est tout croche parce que je peux pas sauter, mais je veux dire, c'est pas un facteur que le jeu t'offre, donc ça devrait pas être un sujet de critique. Bref, je continue à penser qu'il faut faire ça, mais il y a un tremplin puis il y a un au-delà de ça. Puis finalement, la création musicale, c'est un terrain de jeu infiniment ouvert et je m'attends maintenant à ce que les jeux me donnent de la latitude puis de la personnalisation qui va me permettre de m'exprimer en tant que joueur dans mes goûts, mes préférences puis ce que j'ai envie de faire. C'est ça pourquoi j'ai lâché Diablo 3 parce que bon, j'étais rendu au boss de la fin puis Diablo. Puis j'avais l'impression que j'avais fait la même séquence d'action pendant tout le jeu sauf que les chiffres grossissaient. Mais c'était pas suffisant là, pour dynamiser mon intérêt. Fait que pour moi, j'ai arrêté, puis je me donne le droit de lâcher des jeux, puis d'avoir un rapport plus désinvolte peut-être au jeu, plutôt qu'un rapport sacré. Pour l'autre portion de ta question, c'était sur faire des trucs interactifs, là, puis des prototypes, puis tout ça. En streaming, ah oui, ben bon, explorer la relation entre la musique métal et le jeu vidéo, ça peut se faire de plein de façons, tu sais, fait que c'est un peu mon truc. Fait qu'avec la musique, c'est clair. Puis je me suis dit à un moment donné, bon, ben j'aime bien les jeux de construction de ville, fait que je vais essayer de construire une ville métal, tu sais, comment ça marche. Fait que là, je me suis installé pour construire une ville en donnant des noms de rues métal dans City Skylines, puis c'est bien cool. Puis après ça, je me suis dit, mais dans le fond, je pourrais faire un album sur mon expérience de jeu, l'album du Metal Mayor. Ça va être un prochain album, mais je donne pas de release date. Mais donc, j'ai commencé à écrire des chansons en direct en streamant avec les gens qui commentent et tout ça. Puis des fois, tu sais, je tends des perches là, vraiment dans le processus créatif là, en disant, bon, ben on va faire une industrie pétrolière super grosse. Oh non, il y a un incendie. Oh, faudrait écrire une chanson là-dessus. Je commence à écrire les paroles, les gens dans le chat interviennent, puis disent, ah oui, c'est telle affaire. Puis là, la métaphore du tartare, puis la Grèce antique qui est arrivée. Fait que là, on y va full mythologie là-dedans. Bref, c'est bien le fun. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bien, moi, j'en ai une pour toi. En fait, je me demandais un peu c'est quoi la réception de ce projet-là. Je sais que l'album n'est pas encore sorti, mais considérant que le métal, c'est des fois très protégé par les amateurs de musique métal. Puis aussi, je pense que le jeu vidéo aussi. Donc, le mix entre les deux, c'est quoi la réception autour de ça? Alors, la réception, je ne sais pas encore vraiment. Je ne fais pas du démarchage actif, là. Puis j'ai considéré, parlant de la distribution, je pense que c'est un sujet intéressant. Là, mon album sort le 2 février. Fait que c'est cool. Je vais le publier sur SoundCloud, Bandcamp, tout ça. Je me suis demandé, est-ce que je vais chercher un label? Puis je me suis vraiment demandé, c'est quoi mon output? Est-ce que c'est de la chiptune? Donc, c'est un net label, distribution en ligne. Je suis un amateur dans son coin ou, disons, je suis quelqu'un qui fait de la musique en solo chez lui, qui implique pas toute une logistique lourde. Donc, c'est peut-être approprié comme canal. En même temps, c'est vraiment, en tout cas, moi, dans ma tête, c'est vraiment la musique métal que je fais, qui comprend un peu de chips, mais c'est pas nécessairement des chiptunes. Puis il n'y a pas toutes les techniques compositionnelles qu'on a dans les chiptunes classiques. Bon, je vais quand même le relayer dans ces cercles-là, mais je me suis dit, un label chiptune, pas sûr que c'est vraiment ce que je veux ou ce qu'il me faut. Puis en même temps, un label métal, on veut des musiciens professionnels, 5 gars dans une van qui font la tournée, qui font des albums, qui sont avec Roadrunner Records et tout ça. Des net labels amateurs, des projets solo à une personne par des labels, il n'y en a pas tant dans le milieu métal. Fait que je me suis vraiment demandé comment je vais me distribuer, tu sais, puis bon, on verra un peu. Sinon, je publie mes chansons sur mon SoundCloud, c'est des versions de travail depuis des années. Les chansons qui ont vraiment le plus de succès, c'est un cover de la chanson de Doom, Hangar, là, le niveau 1, là,
Donc, c'est vraiment la chanson de loin qui a le plus de plays, le plus de likes, etc. Les gens sont très fans des musiques qu'ils connaissent déjà et donc les covers sont très populaires. Sinon, j'avais fait une collaboration avec TDK, Mark Knight, au Royaume-Uni, qui avait fait une chanson sur une compilation. Puis là, j'avais ajouté de la guitare par-dessus. Fait que c'est une approche collaborative parce que là, on a plus vraiment un mix égal chiptune et heavy metal. Tandis que dans ma production, je dirais qu'on est 3/4 metal, 1/4 chiptune peut-être. Je ne sais pas comment évaluer ces trucs-là, mais bon, c'est un peu ça le truc. Sinon, le métal, c'est très sérieux. Le chanteur de Cradle of Filth avait posté une photo sur son Facebook qui était avec un sweater de Noël avec sa fille dans son party de famille de Noël. Puis là, il y avait en tout cas, on présume des kids là, qui disaient « Quoi? Ah, yeah, c'est dégueulasse, je pensais pas. » C'est comme « Ouais, OK. » Moi, j'ai fait des covers en version française de chansons de Metallica. Donc, j'ai fait Enter Sandman, puis surtout Master of Puppets, chanté par Mario Pelcha. Le Journal de Montréal avait relayé ça, fait que là, j'ai comme 5000 plays sur cette chanson-là, mais tu sais, c'est un peu un gag, là, mais la réception était très bonne. Fait que pour ce que j'en ai entendu. Fait que des fois, c'est difficile de voir vraiment comment ça marche, puis qu'est-ce qui marche, puis qu'est-ce qui pogne. Mais l'autre expérience que j'ai plus directe, c'est quand j'avais mon groupe de métal, on jouait des covers, on jouait des chansons originales et on faisait un medley Mario dans notre spectacle. Donc, on avait un medley avec Mario Bros 2 Overworld, Mario 1 Underworld, puis Mario Bros 3 Overworld, version métal, là, donc très rapide. Tout le monde était fou de ça. Les gens nous en parlaient après. Ils disaient c'était le meilleur bout du show. Ah, c'était malade quand vous avez fait Mario. Fait que je pense qu'il y a une convergence qui est assez claire. Maintenant, est-ce que ça va suivre dans les... j'allais dire les ventes, mais j'ai pas vraiment de plan, là. Fait qu'on verra. Merci. Juste rebondir un peu sur le plan du chiptune, là. Parce qu'il y en a des artistes qui font du chip metal, Go280, notamment, qui est un Scandinave, que quand il joue, il fait tout le temps quelques tunes de chip metal. Il y a beaucoup aussi de chiptuners qui font des démos, de la démo scene, qui font du chip metal avec leur guitare, là, Attack Stat, Daya, d'Animal Cannon, qui était ici vendredi soir, pas vendredi, qui était ici, en tout cas, il y a 2 jours, il était supposé de jouer sa tune. L'orchestre, là, puis finalement, ils l'ont pas joué. Mais c'est tous des gens là, qui jouent du chip metal comme un peu superposé comme toi. Là. Fait que moi, je suis pas mal certaine qu'il y aurait des labels de chip qui seraient intéressés à ça, là, si jamais tu veux... t'inscrire là-dedans. Là. Je pense que la proportion de chiptune dans la musique, c'est quelque chose qui en fait automatiquement du chiptune quand il y a des sons de chip. Là. Puis c'est, bon, la définition plus ou moins puriste qu'on veut en avoir, est discutable. Mais c'est ça, donc c'est pas... ton syndrome de l'imposteur, il n'est pas nécessairement justifié tant que ça dans les scènes de chiptune, dans les... puis les meilleurs moyens là, de faire partie de ces communautés-là, c'est de t'impliquer là-dedans. Puis tout. Moi, j'ai fait beaucoup de tournées de Chiptunes for Autism. J'étais là au mois de juin. J'ai joué au Dallas Museum of Art avec eux autres, justement avec Attack Stat. Puis Daya, les deux, ils avaient leur guitare. Puis ils faisaient de la musique avec des sons de chip. Fait qu'il y a des scènes aussi dans lesquelles s'intégrer. Là, c'est ça. Mais merci pour la conférence. C'était intéressant. Merci. J'avais approché Pterodactyl Squad pendant un bout de temps. Fait que bon, je vais probablement regarder, là. Il y a plusieurs approches, puis effectivement, il y a toute cette région-là, si on veut, là, du continuum chiptune, metal, puis tout ça. Il y a différentes approches. Là. Mais comme d'Animal Cannon, je trouve que c'est un bon exemple où est-ce que, dépendamment des chansons, on a vraiment toute la composition chiptune, puis par-dessus, il y a une... Est-ce que tu as utilisé juxtaposition comme mot? Ben c'est ça, ouais. Fait que c'est ça. Moi, j'enseigne le cinéma d'animation, puis les relations entre les images, puis tout ça, puis je fais vraiment la distinction entre juxtaposition puis hybridation. Fait que j'essaie d'aller du côté de l'hybridation, mais je suis convaincu, là, comme tu disais, avec des groupes comme Chiptunes égale Win, par exemple, ou des trucs comme ça, il y a beaucoup d'espace pour ça, là, fait que je vais faire les démarches dans ce sens-là, mais c'est un peu... Dans le fond, ce que je voulais dire, c'est que c'est un peu un afterthought.
sais, de savoir quel va être le canal, puis quelle va être la distribution, puis est-ce que les gens vont l'écouter, puis est-ce que ça va être performé, puis est-ce que ça va être live, puis je sais pas quoi. C'est un peu un afterthought. Tu sais, l'important pour moi, c'est vraiment le processus créatif, puis dire, hey, j'ai fait ça, puis je suis content, puis je vais continuer à en faire, même si personne n'écoute. Merci beaucoup. Ben, je pense que on va arrêter ça pour aujourd'hui, pour là. Merci beaucoup, Dominique, c'était super intéressant. On va reprendre à 11h30 avec une prochaine conférence.